Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Je suis trop petite pour les micros. Donc, d'une part, permettez-moi de vous exprimer toute ma joie d'être ici. C'est vraiment important pour nous qui nous sommes chercheurs en agriculture urbaine de voir la mobilisation récente mais très forte de la profession en général autour de ces questions. Donc cette première séance plénière, comme l'a dit M. Anquetil, va débuter par deux interventions, celle d'Éric Duchemin et puis celle de Guillaume Morel. Nous allons organiser ensuite la table ronde, je reviendrai au moment de cette organisation. Pour ces interventions, je crois qu'on y sont prévues à peu près une demi-heure, 40 minutes, et puis un petit peu de discussion derrière. Bien sûr, vous n'hésitez pas à poser des questions à l'issue des interventions, comme à l'issue de la table ronde. Donc notre premier intervenant, il nous vient du Canada, Éric Duchemin, qui est donc professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et je crois qu'on peut dire que c'est l'un des papas de l'agriculture urbaine à Montréal. Il organise chaque année, depuis maintenant 7 ans, 8 ans, des écoles d'été, auxquelles certains d'entre vous, je crois, ont participé dans cette salle, école d'été de l'agriculture urbaine à Montréal. Et il va nous parler de l'agriculture urbaine, de nourrir la ville et de la place de cette agriculture urbaine dans la résilience des villes. Éric, à toi. C'est un lutrin en pente, un peu difficile pour mettre la bouteille d'eau. Donc, merci. Et on m'a demandé d'ouvrir les journées d'Astrodor en parlant d'aménagement de la ville. Donc, j'essaie de faire un portrait de comment, quelque part, l'agriculture urbaine modifie l'aménagement de la ville et comment ça apporte une nouvelle réflexion sur cet aménagement-là. Et comment, bien entendu, si on parle d'agriculture urbaine, il y a quand même l'idée derrière de nourrir les populations. Donc, je vais faire un portrait du mouvement qui date quand même, qui est très ancré, qui a une longue historique, peut-être plus récente depuis les années 70, mais plusieurs d'entre vous connaissez sûrement les jardins ouvriers, qui ont changé de nom depuis, qui sont de l'agriculture urbaine. Et ça a plus de 150 ans quand même comme mouvement. Et je pense peut-être c'est toujours bon de se rappeler que la ville a été créée, elle s'est développée lorsque la société humaine a commencé à faire de l'agriculture. Donc, on s'est sédentarisé et à partir de ce moment-là, on a pu créer des villes et des regroupements humains. Donc, il y a quand même un lien entre la ville, ce qu'on a oublié après la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a commencé à faire une urbanisation massive des villes et on a bien entendu fait cette urbanisation-là sur les meilleures terres agricoles. L'intervenant juste avant parlait qu'on perdait des terres agricoles. Bien, effectivement, on a perdu énormément de terres agricoles et on continue. C'est tellement une réalité qu'on est rendu maintenant qu'on est en train de faire l'agriculture sur de moins en moins bonnes terres agricoles, puisque toutes les bonnes terres agricoles ont été recouvertes, ont été minéralisées, malheureusement. Ce que j'aime bien aussi de rappeler au niveau de l'agriculture urbaine, et je pense que c'est important de s'en souvenir, de conserver ça en tête, l'agriculture urbaine, c'est un mouvement à la base, ce qu'on dit en Amérique du Nord, grassroots, donc de base, c'est citoyen, c'est rappropriation, guérilla souvent, c'est de la justice. Les gens, lorsqu'on est reparti l'agriculture urbaine des années 70, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, au début des années 70, il y a eu une crise économique, choc pétrolier, pauvreté, et soit à Montréal, Toronto, New York, les groupes se sont dit, il faut absolument, en fin de compte, les citoyens et les citoyennes se sont dit, il faut absolument nourrir notre famille, on n'a plus d'argent, mais il y a énormément d'espace dans la ville parce qu'il y a beaucoup de friches abandonnées, donc nous allons nous réapproprier ces espaces-là qui ne nous appartiennent pas, mais ce n'est pas grave, on va le faire parce qu'il y a une question de justice derrière, de revendication. De manière plus récente, au lieu d'être peut-être moins un mouvement de justice, mais c'est un mouvement de réappropriation. Réappropriation de l'alimentation, de la plante potagère quelque part, de ce qu'on mange, peut-être parce que les citoyens, les urbains ont de moins en moins confiance
dans le système alimentaire, ou tout simplement, on veut avoir de nouvelles variétés, des variétés qui correspondent plus aux besoins actuels. Donc, peut-être des espèces, des variétés ancestrales qui ont été oubliées, mais qui ont un goût différent. Donc, c'est aussi ça, l'agriculture urbaine, c'est une réappropriation de ce qu'on peut avoir, manger au niveau des plantes potagères, au niveau des légumes et des petits fruits. C'est aussi une réappropriation du sol, du territoire. Donc, et on en parlait un peu hier soir, quelque part, la ville s'est développée, quelque part, la ville a perdu son sens dans son développement. On construit, mais on construit grosso modo pour loger les gens. On oublie que la construction ou l'architecture, la façon qu'on bâtit la ville, doit avoir un sens aussi pour les gens qui y vivent. On parle de plus en plus de habiter. On se dit, c'est l'habiter. Lorsqu'on est dans un quartier, on veut habiter ce quartier-là. On ne veut pas seulement vivre dans notre logement. On veut aussi avoir un lieu qui nous correspond. L'agriculture urbaine, c'est aussi ça, c'est intervenir sur des espaces en se disant, cet espace-là, je veux pouvoir avoir une action dessus. C'est à Montréal, par exemple, on ne peut rien faire dans un parc. Un citoyen n'a pas le droit de planter, n'a pas le droit d'intervenir dans un parc, c'est illégal. C'est même, on peut être poursuivi en justice pour avoir planté un plant de tomate, par exemple, ou autre. Ou cueillir encore, je ne sais pas si vous connaissez le chou frisé, ce qu'on appelle le kale, qui est très utilisé dans les parcs pour embellir les parcs. Et pendant un certain temps, il y avait des gens qui s'est rendu compte qu'il y avait des kales, on peut le manger, c'est un chou, ça se cuisine, c'est très populaire. Alors, il allait dans les parcs, ils cueillaient et ils se sont fait arrêter. Parce qu'ils étaient en train de faire une intervention dans un espace public auquel le citoyen n'a pas le droit. Donc, l'agriculture urbaine, c'est aussi cette question-là. Et on va passer vite sur plein de cas. Et donc, comment ça va se conjuguer? Comment ça va apparaître? Qu'est-ce que ça représente? Bien entendu, la première chose, on pense un jardin chez soi, hein, notre potager en ville. Là, vous avez un exemple à Montréal, un exemple assez exceptionnel quand même, parce que vous voyez que la cour arrière de cette maison-là est entièrement recouverte par un potager. C'est en plein cœur de Montréal, centre-ville de Montréal. Et de plus en plus, on se rend compte aussi, pour Montréal, entre autres, c'est 42 de la population qui disent pratiquer l'agriculture urbaine. Pour Montréal, ça représente 800 000 personnes. Toronto, à peu près le même chiffre. Vancouver, même chose. Et une étude récente qui vient de sortir sur Portland, c'est aussi à peu près les mêmes chiffres. Et je connais le chercheur qui fait de la recherche à Portland, il me dit, et en plus, tu sais, il arrive à peu près à 40 il me dit, je suis sûr que c'est vraiment sous-estimé. Parce qu'il a fait cette étude-là avec des photos satellites. Bien entendu, il y a aussi les arbres. Donc, il y a plein d'endroits, il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, il dit 40 c'est un chiffre très conservateur et c'est le minimum de personnes qui pratiquent l'agriculture urbaine à Portland. Donc, on voit vraiment que les gens chez soi font énormément, pratiquent énormément l'agriculture urbaine sur des superficies. Aux États-Unis, ils considèrent que les personnes, pour l'ensemble des États-Unis, c'est à peu près 30-32 de la population qui pratique l'agriculture urbaine sur l'ensemble des États-Unis. Et en général, ils ont des potagers de 9 mètres carrés, 9 à 10 mètres carrés. Autre forme, un peu moins individuelle, mais plutôt collective. Et donc, ici, vous avez un exemple des jardins communautaires, donc ce qu'on appelle les community gardens en Amérique du Nord. Donc, c'est souvent des programmes municipaux. Donc, ici, c'est le programme de la Ville de Montréal. 95 jardins répartis dans tous les arrondissements de la Ville de Montréal pour près de 8 500 parcelles, ce qui donne 10 000 à 12 000 personnes qui vont pratiquer dans ce qu'on appelle les jardins communautaires de la Ville de Montréal. Donc, c'est une autre forme d'appropriation où là, on voit, on n'est plus dans sa cour, on n'est plus sur son terrain privé, c'est vraiment un terrain public qui va être mis à disposition pour pratiquer et produire des aliments. On a commencé à estimer, voir combien, est-ce que ça produisait beaucoup un jardin communautaire? Et une première estimation estime que c'est 1,5 million de dollars qui est produit dans les jardins communautaires. Bien entendu, ce n'est pas mis en vente. On ne peut pas mettre en vente ce genre de production-là, mais pour les gens, ça représente à peu près ça en revenus pour l'ensemble des citoyens. Pour une personne qui a un petit jardin, ça peut représenter de 200 à 250 $
au niveau de production, avec un investissement à base en général d'à peu près 25 $, qui est en général l'achat de semis pour partir son jardin. Autre forme que ça prend aussi, et là, ici, c'est un exemple de New York, mais c'est exactement la même chose à Montréal. À Montréal, près de 35 je parlais tantôt 42 des citoyens de Montréal font l'agriculture urbaine. Sur ces 42 %-là, 35 % le font sur des balcons. Donc, sur une très petite superficie, dans les airs, parce que c'est le seul espace qu'ils ont, ils sont en logement, donc ils vont le faire sur le balcon. Autre chose qu'on voit apparaître aussi beaucoup, et là, c'est vraiment, je disais, c'est illégal à Montréal, donc il y a du guerrilla gardening qui se font aussi. Là, c'est une intervention qui a été faite dans un parc à Montréal, donc là, c'était pas on met une plante potagère, on a vraiment, des bacs ont été construits pour faire des jardins. Il y a même un endroit pour ranger des outils qui a été construit simultanément. Quand on a fait cette action-là, on s'est dit, ça a été fait dans le cadre de l'école d'été. On a averti les participants en leur disant, vous savez, ce qu'on fait, c'est illégal, mais bon, on s'est arrangé pour pas qu'il y ait trop de problèmes, mais c'est un risque quand même qu'on prend. Donc, ça a été construit. Et bien entendu, c'est dans un parc, donc il y a les interventions, donc pas les fonctionnaires, mais les personnes en charge de l'entretien de ce parc-là sont venus pour couper le gazon, etc. Et ils ont fait le tour. Ils n'ont rien touché. Et l'année d'après, l'été d'après, on est revenu et les bacs avaient fait des petits. Donc, les bacs avaient commencé à avoir d'autres bacs. Donc, il y a des citoyens qui étaient venus, ils avaient commencé à se développer, enfin, finalement, un jardin autonome dans un parc et qui est toujours là. Et le maire, maintenant, le maire de l'arrondissement est très fier de ce petit jardin-là. Ce qu'on va retrouver aussi, et là, vous voyez, on va faire de l'intervention ici c'est Bruxelles, donc une place publique. Donc vous savez, souvent des squares comme ça, ils sont très minéralisés, parce qu'à Bruxelles, ils le sont énormément. Donc là, ils vont faire une intervention parce que c'est pas un milieu de vie agréable. Ils mettent des arbres fruitiers pour réussir à tranquillement faire du verdissement dans ces lieux-là. Même genre d'intervention, friche abandonnée à Londres, intervention éphémère. Les gens ils disent, c'est un espace abandonné, on doit en faire une intervention, mais vous voyez, tout est à l'extérieur du sol, donc on peut déplacer les choses. Donc, un autre verger qui a été mis. C'est aussi ça l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine n'est pas uniquement des plantes potagères, c'est aussi des arbres fruitiers, des petits fruits et autres, et même de plus en plus présents en agriculture urbaine. On parlait d'intervention d'espace public. Autre type d'intervention, les incroyables comestibles, Incredible Edible, qui sont partis d'Angleterre à la base, mais il y a un mouvement à Paris. Nous avons le même mouvement à Montréal. Vous voyez, ici, c'était vraiment ce qu'on appelle une saillie de trottoir. Donc, au coin de rue, il y a des saillies pour permettre les personnes à mobilité réduite de passer plus facilement. Donc, on élargit le trottoir à ces endroits-là, aux intersections. Et ça fait un espace, en général, où on trouve beaucoup des hémérocalles. C'est ce qui est plus facile que la ville plante. Mais la ville en a construit tellement qu'ils n'étaient plus capables de s'occuper de ces saillies-là, donc ils étaient abandonnés. Si un espace est abandonné, bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir l'herbe à poux, il va y avoir plein de ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc, les citoyens se sont dit, maintenant, on va s'en occuper. Et donc, ici, on a un exemple, c'est les Jardins des Mal-Aimés, centre-ville de Montréal, où les gens ont planté un jardin en disant, servez-vous. Donc, on parlait des arbres fruitiers. Oui, on va installer des vergers, mais il y a déjà énormément d'arbres fruitiers dans les villes. Parce que souvent, les municipalités vont planter des arbres fruitiers, ou ils ont planté des arbres fruitiers voici 40 ans, mais ils ont été quelque part oubliés, abandonnés. Souvent, les municipalités ne savent pas quoi faire avec ces fruits-là. Donc, des organismes qui se créent pour récolter les fruits de ces arbres. Donc, trois exemples ici. Not Far From the Tree à Toronto, Fruits défendus à Montréal et le Portland Free Tree Project à Portland, qui sont des organismes. Et après ça, presque toutes les villes nord-américaines ont leur organisme qui le récolte. Ce qui est intéressant, c'est que Not Far From the Tree est tellement bien organisé qu'on connaît ce qu'ils récoltent.
Donc, c'est en livres. Désolé, c'est le système nord-américain. C'est pas vrai pour le Canada, on devrait être en métrique, mais bon, ça reste que dans le reste du Canada anglophone, ils sont souvent en mesure impériale, surtout pour le poids. Donc, il faut diviser par 2. Donc, en 2015, Not Far From the Tree, et là, on parle vraiment d'arbres qui sont en ville. On ne parle pas d'un verger, on parle d'arbres en ville qui vont récolter, avec des bénévoles, ils ont récolté 50 000 kilos de fruits. C'est énorme. Et là, même il marquait plus de, parce que les chiffres ont été pris à la fin août, donc il restait encore beaucoup de fruits à récolter cette année-là. Donc, bien entendu, ça met en place toute une réflexion sur l'entretien de ces arbres-là, sur l'élagage des arbres, et aussi, quand on récolte autant de fruits, c'est toute la transformation, la conservation de ces fruits-là, parce que, bien entendu, quand il y a, c'est 200 bénévoles à peu près à Not Far From the Tree, 50 000 kilos, c'est un peu trop pour leur consommation personnelle. Ce qui aussi, et je pense que c'est important de le mentionner parce que ça ce mouvement-là de l'apiculture urbaine, donc vous avez les ruches de l'Université du Québec à Montréal ici, vous ne pouvez pas me reconnaître, mais le gant qui pend, c'est ma main. Et cette apiculture-là urbaine qui se développe très rapidement en Amérique du Nord, je sais que c'est très présent en Europe parce qu'il y a un savoir-faire apicole beaucoup plus ancien que le nôtre, puisque surtout au Québec, l'abeille mellifère n'est pas indigène, donc elle est importée. Mais cette apiculture-là, à Montréal, donner une idée, ça a commencé 2010-2011, il y avait 10 ruches à Montréal. Maintenant, on est rendu à plus de 365 ruches. Donc, en moins de 5 ans, on a vraiment augmenté le nombre de ruches, qui nous amène toute une réflexion qu'on va voir tantôt sur comment aménager la ville avec cette réflexion-là. Comment l'apiculture urbaine, finalement, change notre vision de l'aménagement de la ville, en plus de produire du miel excellent. Pour ceux que vous n'avez jamais goûté le miel urbain, c'est à goûter. Et vous en avez à Paris. Et ailleurs aussi. Donc là, on voyait, on est dans des projets plutôt d'auto-alimentation. Les gens produisent pour eux, on produit pour de la communauté, on ne produit pas énormément. Et c'est actuellement vraiment ce qui est le plus présent en agriculture urbaine. C'est quelque part ces projets sociaux-là qui produisent beaucoup, mais sont un peu maillés, c'est pas très bien structuré. Ça devient de plus en plus structuré. Ils ont peu de services, il y a peu de liens avec d'autres filières. Les gens essaient aussi, ils font beaucoup d'essais-erreurs, par exemple, sur les semis. Donc, lorsqu'ils partent de la graine, essaient de conserver leurs graines. Et je fais partie d'un collectif à l'UQAM, parce qu'à l'UQAM, on a 250 mètres de jardin. Et c'est beaucoup des étudiants qui s'impliquent, qui sont en apprentissage, et ils gardent les semences. Donc, je ne sais pas s'il y a des semenciers dans la salle, mais en monde urbain, conserver les semences est tout un défi. Parce que, bien entendu, les plants sont un à côté de l'autre. Alors, certaines années, on a des beaux plants de concombre, on est tout content, et lorsque le concombre arrive, bien, c'est bizarre, il est orange. C'est un cas vrai, parce que, bien entendu, l'année d'avant, il y avait une hybridation avec le concombre et la citrouille. Enfin, ce qu'on se dit que c'est plus probable. Vu un concombre orange, d'où vient le orange? Mais donc, la conservation des semences, c'est un grand défi. Donc, aussi toute la question des semis, parce que les gens vont partir des semis avec des graines, et là, ils vont se ramasser avec des choses qui sont pas ce qu'ils ont prévu. Quand c'est comestible, ça va, mais quand ça ne l'est pas, c'est moins drôle. Donc, ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est vraiment d'avoir des fermes urbaines productives qui apparaissent de plus en plus. Il y en a certaines qui sont relativement anciennes, comme l'exemple que vous avez ici, c'est Soul Food en Vancouver. Ce projet-là, qui est un projet d'un demi-hectare en production, est une ferme. Il livre des paniers bio à des personnes qui vivent à Vancouver. Le projet que vous voyez là est plus récent, mais cette ferme-là existe depuis plus de 15 ans.
Et vous voyez, donc là, c'est hors sol. On fait une production. En général aussi, c'est une production qui est très spécifique. On va faire une production à forte valeur ajoutée. Donc, des projets urbains vont souvent produire de la laitue et des produits de ce type-là qu'on peut faire transformer en messelin. Donc, on peut le vendre relativement cher aux urbains parce que les urbains, en fin de compte, pas avec les urbains, on adore avoir des salades fraîches. Hein? Plus la salade est fraîche, en général, meilleure elle est. Donc, l'avantage du urbain à ce niveau-là, ça peut être ça. Ou, un exemple à cet endroit-là, c'est sur un ancien stationnement, c'est un îlot de chaleur en ville, il fait très chaud. Ce qui pousse très bien à ces endroits-là, c'est toutes les plantes tropicales. Poivrons rouges, aubergines sont très heureux dans ce genre d'environnement-là parce qu'il fait très chaud. Autre exemple, et c'est un exemple à Paris. Donc, on va s'accaparer les toits. Mais vous voyez, Paris, je ne sais pas si vous connaissez Paris sous les fraises. Un projet sur un toit de production, mais on parle encore, juste avant, je disais, ah oui, on va faire des choses spécifiques, on va faire de la laitue parce qu'on veut la laitue fraîche, une forte valeur ajoutée. Ici, on va produire des fraises avec forte valeur ajoutée encore, parce qu'on va développer, on va cultiver des variétés qui n'existent plus sur le marché. Parce que souvent, c'est des variétés trop fragiles, qui ne peuvent pas supporter le transport. Mais en ville, comme on va faire des plus petits projets, on va livrer très rapidement la production, bien, on peut se permettre des produits beaucoup plus fragiles. Et même à certains endroits, c'est souvent dirigé vers les restaurateurs. Les restaurateurs vont venir sur place cueillir eux-mêmes les légumes qu'ils vont choisir, ce qui est très difficile à faire pour une ferme en périphérie d'une ville, périphérie ou en région d'une ville qui souvent va être à 100 km. Un agriculteur, un restaurateur ne va pas faire 100 km pour aller chercher un panier de légumes pour sa journée. En ville, il peut le faire parce que ça peut être à 15-20 minutes à pied de son restaurant. Autre exemple, c'est encore une ferme urbaine, vous voyez, une ferme urbaine, et ce qu'on remarque encore, c'est vraiment des légumes-feuilles, donc une production à forte valeur ajoutée qui est faite et livrée très rapidement dans le même quartier. Là, c'est vraiment une ferme qui se fait chez les gens, donc c'est quelqu'un qui utilise le terrain de particuliers, donc des particuliers qui leur prêtent le terrain en disant « moi, je ne veux plus de gazon, fais-moi un jardin et on va faire une entente, tu me donnes des légumes et moi, je te donne mon accès à mon jardin. » Ce qui nous amène, là, grosso modo, on est parti dans les années 70 et là, on a diversifié énormément l'agriculture urbaine. Là, on a vu quelques exemples, mais on peut rajouter maintenant des champignonnières. Il y en a une à Paris, il y en a à Montréal, il y en a à peu près dans toutes les villes, il y en a une à Bruxelles. Des fermes d'insectes. Maintenant, c'est vraiment la nouvelle chose. On va avoir des fermes d'insectes en milieu urbain. De moins en moins des insectes pour la consommation humaine directe, mais pour faire de la farine ou pour nourrir des poissons, entre autres. Des micro-fermes, multiproduction et autres. Donc, il y a vraiment une forte diversification. Ce qui nous amène à, mais comment ceci va modifier notre vision de la ville? Bien entendu, ici, ce n'est pas une vraie ville, je vous rassure. J'espère que ça n'arrivera jamais. Je les trouve toujours un peu... c'est des beaux dessins, mais c'est un peu froid. Mais ça nous amène à une autre façon de voir comment on va pouvoir aménager, transporter dans la ville et comment aussi on va voir au niveau des bâtiments, comment ça peut changer au niveau du bâtiment, la conception de notre ville. Ça, c'était le premier exemple très architectural, un peu froid. Autre exemple, on va revenir un peu plus, on se dit peut-être plus agréable à vivre. Mais on va commencer à insérer un peu partout dans l'aménagement de la ville, dans des endroits que voici 10 ans, on n'aurait jamais imaginé, alentour des arbres, des trottoirs, modifier les rues pour faire en sorte d'avoir un peu plus d'espace pour des espaces verts productifs, d'avoir des étangs pour pêcher, pourquoi pas. À Montréal, il y a des étangs où les gens vont pêcher. C'est des poissons qui ont été introduits, c'est plus naturel, mais au moins, il y a comme une activité avec les enfants qui peuvent aller pêcher en ville et ramener du poisson. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là auquel on arrive. Et l'agriculture urbaine, vraiment, nous change cette perception-là parce que lorsqu'on va parler d'agriculture, bien entendu, on va aussi parler il faut de la lumière.
Il faut une nouvelle orientation des bâtiments parce que cette agriculture-là va avoir besoin de luminosité, la gestion de l'eau. Donc, c'est toute une réflexion qui se met en place au niveau de cette ville-là, alentour de l'agriculture urbaine. Des cas réels qui se développent. Il y a beaucoup actuellement des nouveaux développements immobiliers qui se construisent alentour de fermes. Donc, ce qu'on appelle des agri-quartiers. Donc, il y a vraiment l'idée de dire, il y a un terrain qui est souvent, bien entendu, s'il y a un nouveau développement, c'est des terrains souvent qui étaient anciennement agricoles, qui vont avoir un développement. Et avant de faire le développement, les gens disent, ce serait bien d'avoir une ferme et on va construire alentour les maisons, les bâtiments et autres pour vraiment faire un lien. L'exemple ici, c'est à Bernay, dans le canton de Genève. C'est un agri-parc. Là, c'est une terre agricole que le canton de Genève risquait de perdre. Il n'y avait plus aucun agriculteur qui voulait s'en occuper. Mais le canton de Genève s'est dit non, il faut absolument conserver cet espace-là. Mais comment le faire pour essayer de perdurer une production agricole, mais de faire en sorte aussi que l'ensemble des citoyens de cet endroit-là y aient accès. Donc, c'est tout le travail et c'est un projet, c'est un concours. Il y a eu un concours, mais c'est un projet qui est en train de se faire. Toujours les problèmes, les défis, on en parlait ce matin, les défis du financement, bien entendu. Mais c'est un projet qui va se développer où là, on fait un maillage, quelque part, production agricole et possibilité pour les citoyens et les citoyennes de se promener, d'avoir un nouveau type de parc ouvert, agréable, pour faire des choses en famille, par exemple. Et bien entendu, ça met directement en lien l'agriculteur avec la population. Ça demande une personne qui est prête aussi à faire beaucoup d'éducation, de sensibilisation, de faire du social. Parce que, bien entendu, un espace ouvert où les gens peuvent venir, ça va amener beaucoup ça. Je parlais tantôt de l'apiculture urbaine, mais l'apiculture urbaine, dans le plan d'aménagement d'une ville aussi, apporte toute une réflexion sur, c'est bien d'avoir des abeilles en ville. À Montréal, la réflexion, c'est bien les abeilles en ville, mais il y a quand même 166 autres espèces de pollinisateurs, d'abeilles, entre autres. Donc, il faut aussi leur donner une ressource nourricière. Alors, on a peut-être quelque part dans les 20, 30 dernières années, on a un peu oublié qu'il y avait des pollinisateurs en ville. Donc, on avait du gazon, on a des arbres, mais le gazon, on le coupe court pour être sûr qu'il n'y a pas trop de fleurs. Enfin, chez nous, là, maintenant, on peut avoir du pissenlit, mais avant ça, il ne fallait pas voir le pissenlit. Et le trèfle, s'il vous plaît, si c'est trop haut, il faut couper. Et les gens, à Montréal, appellent la ville. Donc, quand le gazon est trop long, ils font un appel de service à la ville. Et quand un citoyen appelle à la ville pour une intervention, bien entendu, la ville réagit tout de suite et il coupe le gazon. Ce qui n'est pas très bon pour les pollinisateurs. Donc, l'apiculture a amené toute une réflexion à ce niveau-là en disant il faut faire quelque chose. Donc, ici, on a un cas à Bruxelles, un des champs mellifères qui a été mis à Bruxelles pour les pollinisateurs, justement. Donc, un nouvel type d'aménagement. Et à Montréal, de plus en plus, la réflexion, c'est de dire mais ce serait bien aussi de ne pas uniquement avoir des parcs avec des arbres, mais aussi avoir des parcs avec des fleurs. Donc, avoir des prairies au niveau d'espaces verts de parcs. Donc, un nouvel type de voir le verdissement. Donc, un exemple, là, c'est pas très beau, mais c'est un exemple qui s'en vient. Ça va être plus de 10 hectares à Guelph, qui va être un parc de pollinisateurs. Donc, ça va être un grand champ, une grande prairie de fleurs où les gens vont pas aller voir se promener. Tantôt, je disais à la ville, oui, ça va changer l'aménagement, la façon qu'on conçoit le verdissement, mais ça va aussi changer la façon qu'on conçoit les maisons. Il faut aussi que ça amène ce niveau-là et de plus en plus, on voit des nouveaux projets où on voit intégration de l'agriculture directement dans le bâtiment. Donc ici, c'est un projet américain pour Seattle. Donc, où on voit vraiment une intégration, mais il y a des cas ailleurs qu'on le voit aussi. Sur les toits, on va mettre des jardins communautaires, on va mettre différentes possibilités pour que les gens qui vivent dans ce bâtiment-là puissent avoir accès à une parcelle de production. Donc, l'agriculture urbaine a vraiment amené aussi cette modification-là. Je parlais de l'alimentation. Donc, après ça, est-ce que ça va nous changer quelque chose sur l'alimentation? Vous savez, on vit dans un système agroalimentaire mondialisé. À Montréal, les gens achètent de l'ail qui provient de Chine.
parce que l'ail du Québec, la production d'ail du Québec ne peut plus trouver de place presque sur les étals. Donc, il y a vraiment, on est dans un grand système, et je disais, l'agriculture urbaine, c'est aussi une réappropriation de l'alimentation. Donc, c'est une réappropriation aussi, une transformation de ce système alimentaire-là, mais ce qui demande encore des interventions sur l'aménagement, qui demande aussi toute une modification des relations qu'on peut avoir avec les différentes, je dirais, les différents acteurs qui sont présents ou pas présents dans ce système alimentaire-là. Je vais venir peut-être un peu plus à cette question-là en conclusion, mais on travaille sur des systèmes alimentaires, mais on oublie souvent beaucoup d'acteurs qui sont hyper importants dans la grande boucle. Donc, ces aliments-là pour nourrir des populations, et je reviens de justice, donc on veut aussi essayer de nourrir des populations qui n'ont pas les moyens de se nourrir adéquatement. On a réussi, après la Deuxième Guerre mondiale, à nourrir une population de plus en plus croissante. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans tout ça, il y a encore du monde qui ne réussit pas à manger à leur faim. Donc, l'agriculture urbaine joue dans ça, et ce système alimentaire alternatif-là se met aussi beaucoup en place pour ça. Donc, on a parlé beaucoup de projets, et l'agriculture urbaine, c'est jusqu'à tout récemment plein de petits projets à droite, à gauche, qui font énormément de production, mais qui n'ont pas de lien entre eux. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie perdue parce que tout le monde refait ce que l'autre fait et on ne réussit pas à faire des maillages, ou aussi, on perd aussi beaucoup de la production alimentaire qui finit, pas à la poubelle dans ce cas-là, mais au compost. Je peux vous dire, par expérience, par exemple, dans les jardins communautaires à Montréal, il y a énormément de légumes qui finissent dans le compost. Cette année, j'ai fait la décision, parce que j'ai aussi, en plus d'être apiculteur, j'ai aussi des jardins, j'ai fait la décision de ne pas planter de courgettes. Je me dis, bon, j'achèterai mes courgettes, je n'ai pas de plant de courgettes dans mon jardin. Alors, finalement, je n'ai pas acheté aucun plant de courgettes parce qu'il y en avait tellement dans le compost que je me servais dans le compost. Il y a des belles grosses courgettes, elles étaient grosses, ça faisait 2 kilos, mais les gens ne savaient pas quoi faire avec une courgette de 2 kilos. Parce qu'ils l'avaient oublié, ils étaient en vacances. Donc, bien entendu, la courgette n'est pas arrêtée de grandir, de croître pendant ce temps-là. Donc, moi, j'ai ramassé les courgettes dans le compost. Et finalement, là, j'ai vu la quantité qu'il y avait. J'ai dit, bien, je vais peser ce qui rentre dans le compost. Puis je vais peser, voir. J'ai ramassé 15 kilos de légumes qui est dans le compost. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul qui est dans le compost pour ramasser en plus des légumes. Donc, de la perte alimentaire incroyable. Et tout ça parce que, finalement, ils n'ont pas développé en agriculture urbaine encore un cercle interconnectés pour réussir à passer les surplus ou se partager les semis et autres. Il y a plein de gens qui partent leurs semis, qui les jettent parce qu'ils en ont trop. Les gens, ils mettent des graines, d'un coup, les plants de tomates, ils se ramassent avec 50 plants de tomates. Bien entendu, en agriculture urbaine, il n'y a personne qui peut planter ça. Il n'y a souvent pas la superficie pour planter 50 plants de tomates. Donc, cette interconnexion-là n'est pas encore faite, mais c'est en train de pousser le fait que l'agriculture urbaine existe, que des acteurs sont là, c'est en train de se mettre en place dans plusieurs villes ou plusieurs quartiers. Ce qui demande aussi toute la réflexion de quel est le lien aussi avec les gens qui sont dans la filière agricole, mais en périurbain, qu'ils soient des fermiers ou des pépiniéristes ou encore des semenciers qui font les semences. Là, j'ai pas de... OK. C'est toi, mon temps. Donc, de là va découler, et c'est un peu ce qui se met en place actuellement, il va commencer à se mettre des marchés. Donc, un exemple, à Montréal, c'est le marché solidaire, le marché Frontenac, qui accepte la production, les surplus agricoles urbains. Donc, Montréal s'est dit, ben oui, on va les accepter. Le défi, c'est étant un vrai marché, ils ne peuvent pas accepter ce genre de produit-là et ils ne peuvent pas l'acheter et le revendre. Ils n'ont pas le droit, selon la réglementation gouvernementale au Québec. Alors, ce qu'ils font, c'est lorsqu'on arrive avec, je ne sais pas, des courgettes, bien, ils vont donner un ticket. Donc, tu arrives avec trois courgettes, ça vaut un ticket, et ton ticket, tu vas pouvoir peut-être te prendre 2 oignons. Donc, c'est un système plutôt de troc informel. Donc, il n'y a pas eu d'échange d'argent, donc ça va. Bon, le défi qu'ils ont actuellement, c'est, bien entendu, c'est au mois de juillet, tout le monde arrive avec des courgettes. Là, la personne dit, c'est génial, j'ai un ticket, j'ai amené 2 courgettes, j'ai mon ticket, puis la seule chose que je peux prendre, c'est 2 courgettes.
Alors là, ils travaillent sur cette question-là et ils ont commencé à vouloir travailler aussi avec des agriculteurs. Parce que les agriculteurs beaucoup plus variés, ils disent, mais est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, d'avoir des courgettes ou des transformateurs? On vous donne une grosse production d'un produit pour pouvoir le transformer. Donc, ils essaient de trouver de nouvelles façons pour éviter cette problématique-là de surproduction de à peu près toutes les mêmes plantes simultanément. Et de là aussi se développent des relations avec des coop alimentaires. Donc, c'est vraiment plus un magasin communautaire qui va vendre. Donc, c'est plutôt ça ressemble plus à des supermarchés. Et donc, comment aussi transférer du marché solidaire, qui est le marché qui est une fois par semaine, vers une coopérative alimentaire, des surplus qui, eux, pourraient les redistribuer de manière journalière, parce que la coop alimentaire est ouverte à tous les jours. Ou encore d'envoyer les surplus vers des cuisines collectives, donc transformer ces aliments-là pour la conservation à long terme pour des personnes vulnérables. Donc, tout ce portrait-là, ce que ça nous amène pour l'instant comme réflexion au niveau des défis, opportunités et des contraintes que nous amène l'agriculture urbaine. Bien entendu, il y a la question de l'espace. Hein, à quel endroit on peut faire l'agriculture urbaine? Vous avez vu, on peut le faire à peu près n'importe où. Souvent, lorsqu'on me dit « Ah, mais il y a plein de contraintes à l'agriculture urbaine », je dis « Non, les contraintes, c'est des défis, tout simplement. Il faut imaginer autre chose, il faut voir autre chose. » Pendant longtemps, l'agriculture urbaine disait « Ah, mais il n'y a pas d'espace en ville. » Mais quand on cherche, on remarque facilement qu'il y a de l'espace. C'est par exemple des espaces auxquels on n'a pas pensé. Les toits, par exemple, voici plusieurs années, c'était un espace qu'on ne réfléchissait pas. Là, on sait maintenant qu'on peut faire des choses sur les toits. Et on peut de plus en plus faire des choses faciles à installer. Au début, on était sur les toits, il faut mettre du sol, du substrat. Il faut en mettre 12 pouces, ça fait 24 cm. C'est lourd, etc. Pas tous les bâtiments peuvent les accepter. Mais là, Paris-sous-les-Fraises a développé une approche qui n'est pas lourde, qui est facile à installer. 2 semaines, c'est installé, la ferme peut partir. Alors, il y a des méthodes qu'on se rend compte que l'espace n'est pas vraiment une contrainte. On se rend compte aussi que les stationnements, vous avez vu Soul Food, un stationnement, ça peut servir que de ferme. Donc, ça va demander des réflexions et du développement pour les urbanistes, l'architecture. Au niveau de la réglementaire aussi, il y a vraiment à ce niveau-là des défis, mais c'est aussi peut-être des opportunités de changer certaines réglementations. Un des grands enjeux, je vous dirais, de l'agriculture urbaine, c'est ressources humaines. On est beaucoup actuellement dans le mouvement de l'agriculture urbaine, dans les essais-erreurs. Parce que la majorité des gens, c'est des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas du tout de formation en horticulture, en agronomie ou autre, mais qui veulent se lancer. Alors, il y a récemment une coopérative, une ferme coopérative Bioma qui s'est créée à Montréal. Ils ont cultivé sur à peu près 1000 mètres carrés, mais c'était 3 jeunes. Une faisait une maîtrise en environnement, n'avait jamais fait de l'horticulture, de l'agronomie, mais qui avait plein de bonne volonté. Il y en a un autre qui fait l'aménagement paysager. Et il était très bon en aménagement paysager, mais quand il travaillait avec les plantes potagères, il se dit « Ah, ça ne marche pas de la même façon. » Et surtout qu'il y a tout le cycle de plantation, la vente, et donc il y a beaucoup d'essais-erreurs. Donc il manque à ce niveau-là beaucoup d'apprentissage. Il faut que les gens de formation pour... oui. Technologie et innovation, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Il y a des opportunités à développer des nouveaux matériaux, comment gérer l'eau, comment développer des nouveaux bâtiments, et aussi toute la question de la gestion des matières organiques en ville. Vous savez, on parle beaucoup du pétrole, qui est une ressource non renouvelable, mais une autre des ressources non renouvelables qui est essentielle à l'humanité, c'est le phosphore. Donc, tout ce qui s'en va dans la matière organique, qui ne s'en va pas souvent pas au compost, mais qui s'en va souvent à l'enfouissement ou à l'incinérateur, mais c'est du phosphore. Le phosphore est essentiel pour l'agriculture. Donc, il y a tout un apprentissage à faire aussi. Comment réussir à récupérer cette matière organique-là? Peut-être faire des lexivia qu'on pourra utiliser en hydroponie, pour avoir une hydroponique organique et non avoir de l'hydroponie inorganique. Donc, ça fait partie des défis. Pour finir, peut-être que votre vision d'agriculture urbaine était celle-ci. Une vision où, en agriculture urbaine, c'est que des vieux, ils sont là depuis longtemps. C'est un peu l'exemple qu'on a dans les jardins ouvriers, les jardins communautaires. Les jardins communautaires, pour faire un aparté, la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Donc, effectivement,
Ils ont un certain âge, ils ont des très grandes compétences aussi, il faut en profiter. Mais c'est tout un monde, souvent, qui traîne une vision de « Ah, mais oui, mais l'agriculture urbaine, c'est... » Ah, il me semble que c'est du monde qui ne bouge pas. Mais l'agriculture urbaine qui se développe actuellement, ça a l'air plutôt de ça. C'est des jeunes, très branchés. Vous voyez, elle a beaucoup de tatous. Hein? Stacy Given, qui est une chef, en plus, une grande chef à Portland, qui est sur sa ferme, qui est super branchée, qui fait des voyages à Tokyo. Vous pouvez la suivre sur Twitter, qui a son Facebook et qui a ses réseaux sociaux. Donc, c'est plutôt ça qui se développe. Et ce qui est intéressant en suivant, c'est nouveaux, c'est des néo-agriculteurs urbains, plutôt nouveaux, c'est qu'ils vont développer des plateformes de communication avec les différents acteurs, avec les gens de la ville. Donc ici, c'est un exemple que nous menons à Montréal, donc à Culture Montréal, où il y a une cartographie. Il y a la même chose pour Paris. Mais il y a aussi, par exemple, Plant Catching qui s'est développé au Québec, mais qui est bon pour l'international, où les gens peuvent s'échanger des semis. Parce que je vous parlais des défis. Ah, j'ai trop de plantes de tomates, j'ai passé trop de plantes de tomates, donc j'ai plein de plantes de tomates à donner, si vous en voulez. Alors, les gens, très rapidement, les amis, c'était trop. Donc, il y a une plateforme qui s'est développée qui s'appelle Plant Catching, où les gens peuvent dire, bien, j'ai 50 plantes de tomates à donner, je vais les déposer à tel coin de rue, prenez-les, servez-vous. Donc, ça fait tout un autre système de communication. Et bien entendu, quand on voit ça, ce qui se passe, c'est que chacun devient quelque part un producteur de semis, donc il devient un horticulteur. Mais il n'y a pas d'échange d'argent pour l'instant. Donc, il y a toute une réflexion qui se développe à ce niveau-là en agriculture urbaine. OK, merci beaucoup. Question-réponse. Merci Eric pour cet exposé, comme d'hab, passionnant. Et on a le temps pour quelques questions, pas beaucoup, on est déjà un peu en retard. Des micros tournent dans la salle, donc il y a une question là, une dame. Ce que je voulais savoir, c'est l'expérience que vous avez au Québec, à Montréal, de la relation entre ces néo-agriculteurs et les agriculteurs périurbains, voire ruraux. Comment est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que ça se passe bien, pas bien? Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait voilà, que ça soit vu pas forcément que d'un bon œil de la part des agriculteurs qui vivent de ça. C'est difficile à répondre. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les agriculteurs urbains sont très conscients de la solidarité qui doit se développer entre l'urbain et le périurbain. Bon, bien entendu, là, on parle souvent des agriculteurs bio, parce qu'en ville, les gens qui font de l'agriculture sont souvent bio ou tendance bio. Donc, ce qu'ils veulent défendre, c'est les petits agriculteurs biologiques. Alors, donc, ils sont très conscients de cette relation-là. Et il faut comprendre que pour l'instant, les fermes urbaines, c'est anecdotique par rapport aux besoins total. Et l'action qui est faite est plutôt une action de dire, on est là, on fait connaître les légumes, on fait connaître les fruits et les légumes frais, des nouvelles types de production. Donc, on est une porte d'entrée pour vous, parce qu'après ça, vous pouvez venir à notre kiosque, parce qu'ils vont voir un marché. Donc, là, ces agriculteurs périurbains-là peuvent avoir un nouveau marché, une nouvelle débouchée. C'est plutôt l'approche qui est mise en place. Et comme les agriculteurs urbains actuellement sont peu nombreux, ça marche relativement bien. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, pour Montréal et aux États-Unis, ce qui se développe aussi, c'est des fermes urbaines sur toit, avec fort investissement, forte production, et qui deviennent actuellement eux-mêmes des distributeurs alimentaires. Parce que, bien entendu, une ferme sur un toit, c'est l'hydroponique. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire à l'intérieur, c'est tout ce qui n'est pas racine. Mais ils vont vendre en panier, donc l'équivalent des AMAP, ce qu'on appelle l'ASC. Ce qui fait en sorte que là, ils vont faire contact avec des fermiers périurbains en disant « Mais moi, j'ai besoin de carottes, navets. » Mais comme ces fermes-là sont excessivement grosses,
et ils peuvent avoir 5 à 6 000 clients. Donc, vous le connaissez, ça commence à être du costaud. Donc là, ils négocient des prix. Alors là, c'est un peu plus... mettons, ça dépend des agriculteurs. Des agriculteurs qui ne vont pas aimer ça, il y a d'autres qui vont plutôt participer au jeu. Mais conscient, je pense, de cette relation-là, à Montréal, ce qui s'est passé, c'est conscient que ça finissait par poser peut-être un peu de problème. Puis il faut comprendre que c'est quand même des entrepreneurs qui ont investi beaucoup d'argent, mais quand même, si on fait ce projet-là innovant et ils ont vu beaucoup d'obstacles, ils ont quand même une vision des choses, ils sont quand même relativement humains et conscients de l'alimentation. Donc, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils ont financé un couple de fermiers qui voulaient se réorienter, mais qui n'avaient pas du tout les moyens, parce que je sais qu'en France, c'est la même chose, mais chez nous, les maraîchers sont vraiment pauvres. Donc, si on demande de faire de l'investissement, souvent, ils n'ont pas du tout les moyens de le faire. Donc, ils ont investi dans cette ferme-là pour leur permettre de faire une production de carottes, de différents types de variétés de carottes, qui est essentielle à la ferme urbaine, et ils achètent toute la production. Donc, ils ont prêté de l'argent à 0% d'intérêt pour qu'ils puissent s'orienter, et ils ont assuré qu'ils allaient acheter toute la production pendant 10 ans, me semble, quelque chose en genre, tant que la ferme existe, mais avec un contrat de 10 ans. Et dans ce cas-là, ce couple de fermiers sont excessivement contents de la relation qu'ils ont. Il y a une championnière aussi qui a une relation comme ça avec cette ferme-là, distributeur, et ça fonctionne relativement bien. Mais ça reste que, dans ce cas-là, on ne nourrit pas les pauvres. Le panier ASC est relativement cher, parce que c'est de très haute qualité. Tout à fait sur ces questions-là, pour la table ronde en particulier. On a juste le temps pour une autre petite question et petite réponse avant de passer à... C'est peut-être petite réponse. Juste pour connaître un petit peu le lien aux acteurs de la formation, comment ça se passe sur ces territoires? Comment sont positionnés ces partenaires de la formation? Et est-ce que ça existe? Et quelles sont les perspectives? Les acteurs, les établissements, les centres, comment se positionne l'appui à travers donc toutes ces démarches de développement de l'agriculture urbaine en termes de connaissances, de transfert de connaissances? De formation, c'était ce mot que je ne comprenais pas. Déjà, il faut le savoir que le ministère de l'Agriculture, enfin le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture du Québec, le MAPAQ, est très porteur. Ils ont une mission actuellement d'agriculture urbaine avec le ministère des municipalités pour vraiment voir comment on peut développer l'agriculture urbaine. Au Québec, on a aussi un syndicat unique pour les agriculteurs qui s'appelle l'UPA, qui est venu à Montréal lors des consultations sur l'agriculture urbaine et a déposé un mémoire en disant, pour eux, que l'agriculteur soit n'importe où, c'est un agriculteur. Il pourrait être sur un gratte-ciel. S'il rentre dans les normes, c'est un agriculteur. Donc, ils n'ont aucun problème avec ça. Au niveau des formations, actuellement, c'est très manquant. Il y a, les agronomes, chez nous, c'est un ordre. Ce qui en sorte qu'il y a 2 universités qui donnent les formations. C'est un ordre protégé à acte réservé. Et l'Université Laval, actuellement, travaille sur une formation pour l'agriculture urbaine. Nous donnons une formation qui est une formation beaucoup plus générale sur l'aménagement et sur le côté social. Ce n'est pas une formation agronomique, mais tranquillement, il y a des formations qui se mettent en place pour former ces agriculteurs-là. Et ce qui est aussi intéressant, il y a une longue discussion avec l'UPA, parce que l'UPA a une ferme modèle, plutôt plusieurs fermes modèles en région pour les jeunes qui veulent partir des fermes. Et moi, je dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça à Montréal? Parce que où sont les futurs agriculteurs? Ils sont à Montréal. Et beaucoup de personnes qui passent en agriculture urbaine, qui vont partir des projets en agriculture urbaine, après quelques années, se disent « Ah, peut-être que j'aimerais ça avoir 1 ou 2 hectares. » Ce qu'on ne trouve pas à Montréal. Enfin, c'est très difficile de trouver 1 ou 2 hectares. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs urbains qui finissent par aller en région, en périphérie. Ils essaient d'être le plus près possible de la ville, mais ça fait partie. Donc, l'agriculture urbaine devient aussi quelque part un formateur pour les futurs agriculteurs. Bien qu'on ne forme pas tout, puis quand ils arrivent sur une vraie ferme, c'est une ferme de 2 hectares, ils se rendent compte que là, on vient de complexifier parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres à gérer. Mais c'est intéressant. Puis on a aussi des liens, aussi avec des fermes, des micro-fermes en région, dont les Jardins de la Grelinette, qui est une ferme de 1 hectare et qui vit très bien de son agriculture sur 1 hectare. Bien entendu, il n'y a pas de tracteur, c'est presque pas mécanisé, mais c'est un cas. Il y a de plus en plus de fermes comme ça, micro-fermes, qui se développent parce qu'ils sont beaucoup plus productives que les autres fermes et c'est beaucoup plus rentable c'est moins épuisant et plus rentable pour l'agriculteur. Merci Éric. Donc on va
passer, toutes ces questions-là, on aura, je pense, l'occasion de les reprendre, elles sont très importantes. On va passer à la deuxième intervention de cette séance plénière, qui est celle de Guillaume Morel. Donc Guillaume est